Vous avez donc entendu les différentes interventions des membres de ces pays émergents, de ces non alignés, notamment Narendra Modi, Lula, Poutine, et puis Cyril Ramaphosa. On a entendu les questions, on a entendu les réponses aussi de Cyril Ramaphosa. Je crois que j'ai oublié quelqu'un, hein, Armel Xi Charrier. Jinping. Et Xi Jinping, bien sûr, c'était le dernier à parler. On a suivi ça ensemble. On avait l'impression finalement d'être au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, à New York, mais là on était bien en Afrique du Sud. Les BRICS veulent offrir cette alternative, mais tout en restant bien dans la Charte des Nations Unies. Oui, alors en fait, les deux qui utilisent le terme de la Charte des Nations Unies, c'est Vladimir Poutine au départ Et Xi. et le président Xi Jinping. Et c'est vrai que c'est très important parce que finalement, on sait très bien que la rivalité aujourd'hui, elle est un peu entre la Russie et la Chine sur, j'allais dire, l'élan politique. Classiquement, on s'attend à ce que le leader soit le président russe, qui d'ailleurs se positionne là-dessus avec un dernier calendrier et une continuité derrière. Sauf qu'avec la guerre en Ukraine, on a bien vu que la Chine prenait de plus en plus de place politique. Et donc, le discours du président Xi Jinping, il est aussi très intéressant à suivre parce qu'il se place lui aussi en tant que leader. Et que, certes, il va parler d'économie, mais il va quand même rappeler que l'intervention des BRICS et l'élargissement des BRICS doit se faire dans une logique sécuritaire, dans un contexte qu'il espère plutôt pacifique, terme qui n'a pas été utilisé par le président russe, mais qui dans la bouche du président chinois veut dire beaucoup de choses, et, dit-il aussi, dans le respect de la Charte des Nations Unies. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on réalise que finalement, sur les 5 chefs d'État qui sont là représentés, il y en a 2 qui sont quand même au siège des Nations Unies et qui sont au Conseil de sécurité, c'est le russe et c'est le chinois, et c'est pas pour rien, effectivement, qu'il rappelle que les Nations Unies restent fondamentales et importantes. Et ensuite, on voit qu'on a les différences des appréciations. Le président Xi Jinping, finalement, lui aussi est sur un programme. C'est aussi quelque chose qui est issu du communisme. Donc, il a l'habitude, effectivement, de lister des choses avec différents points. Il y a évidemment la question sécurité qui s'est sur la table, mais il y a aussi la question, surtout, de savoir comment est-ce que les BRICS vont pouvoir, en fait, à la fois s'élargir et comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble. Et là, on a aussi une vision avec toute cette question de l'intelligence économique, toute cette question du numérique, tout ce qui se met en place, que chacun apporte sa différence. Xi Jinping dit, moi je veux bien faire de l'intelligence économique, je veux bien faire du développement, je veux bien recueillir des données, mais en attention, je veux que les choses soient contrôlables. Contrôlable. Parce Oui. qu'on est quand même dans un pays qui interdit les réseaux sociaux et qui est effectivement très attentif à tout ce genre de choses-là. En revanche, vous avez le président Modi qui, lui, au contraire, l'Inde, la richesse de l'Inde, c'est l'entrepreneuriat, c'est effectivement aussi des libres initiatives, et donc il parle effectivement de toutes ces plus-values numériques qui vont faire la grande société de demain. Et ça nous permet de nous rappeler, je finirai là-dessus, sur la première montrée, mais qu'on est dans un monde qui est complexe, parce que lorsque l'on est au sommet des BRICS, on est avec des gens qui se construisent certes contre les Occidentaux et qui du coup veulent attirer à eux tout un ensemble de personnes. Et ça marche. Et ça marche, parce qu'il y a effectivement plus de 22 pays normalement qui demandent à y rentrer. BRICS. Mais ce sont des gens qui se connaissent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de se détester, parce que ce sont des voisins, ils ont des enjeux régionaux. Inde et Chine, par exemple, ou Russie et Chine aussi, quand on va parler de tous les territoires à peupler de l'Est de la Russie, ça va être compliqué. Mais ils sont aussi capables, à un moment donné, de travailler ensemble. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à observer, c'est jusqu'à quand ils sont capables de travailler ensemble parce qu'ils considèrent que pour l'instant, il vaut mieux s'entendre pour se développer, ou alors est-ce qu'à un moment donné, il y aura une rupture parce que quelqu'un aura un appétit trop important. Justement, sur cette rupture et ces probables divisions, Xi Jinping a parlé de partenariat pacifique. Est-ce qu'il parle de la guerre en Ukraine? Il a rappelé avant le manque de stabilité et on sait que l'économie chinoise aujourd'hui souffre.
Il a parlé à tout le monde, effectivement. Alors, il a parlé de partenariat pacifique et on entendait bien, effectivement, qu'il disait qu'il ne voulait pas d'une guerre. Et on peut regarder du côté, effectivement, de Vladimir Poutine. Mais il a aussi, à un moment donné, parlé, quand il parlait des Nations Unies, il a parlé du fait qu'il ne fallait pas suivre ceux qui parlaient les plus forts, ceux qui étaient les plus bruyants. Et on savait très bien qu'il faisait allusion aux Américains à ce moment-là. Il a aussi insisté sur la fin, sur le fait qu'il y avait toutes les civilisations qui devaient s'exprimer et qu'il ne fallait pas justement que l'une écrase l'autre et qu'il n'était justement absolument pas pour un choc des civilisations. Là, on savait qu'il faisait effectivement référence, le choc des civilisations, on sait qu'il fait référence aux Américains. Ce qui est intéressant, c'est que chez les Chinois, la notion, j'allais dire, de civilisation hégémonique, elle fait partie de leur culture. C'est bien pour ça, souvent, qu'ils s'opposent à l'Occident ou qu'ils s'opposent à l'Europe, parce que souvent, ils disent, vous savez, vous avez quelques siècles de suprématie, mais nous existons depuis l'Antiquité, nous sommes présents depuis une Antiquité phénoménale, nous avons aussi une écriture, nous avons eu aussi nos peintres, nos lecteurs, nos grands écrivains, nous avons aussi tous nos scientifiques, etc. Et donc c'est intéressant qu'à ce moment-là, ils disent qu'il faut respecter toutes les civilisations, sachant qu'effectivement, ils se retrouvent à ce moment dans un sommet des BRICS où il faut qu'ils tendent la main à tout le monde et qu'ils n'effraient pas trop, parce que Xi Jinping représente beaucoup d'argent, mais effectivement, il représente aussi le contrôle dont il a parlé si bien et il peut aussi effrayer. Mais il a parlé non seulement de ça, mais il a aussi parlé, et c'était intéressant parce que c'est le seul à l'avoir dit aussi clairement, il a eu un regard aussi sur le poids démographique. Et il a parlé du fait qu'aujourd'hui, il y avait 3% de poids démographique dans le monde. Alors évidemment, quand on parle aux pays africains, c'est quelque chose que l'Afrique ne connaît pas. L'Afrique, aujourd'hui, elle a un taux de natalité très important dans la plupart des pays. D'ailleurs, on a entendu que les BRICS avaient le conseil des jeunes, et c'est pas pour rien que les jeunes étaient appelés, c'est quand même pour passer la main, pour les mettre tout de suite dans d'autres pas, en quelque sorte. Mais en revanche, quand vous parlez à un pays comme la Chine, qui sait très bien que son talon d'Achille, c'est d'avoir eu ces années où il y a l'enfant unique, et que donc derrière, on peut se retrouver sans moins de monde, ou que la grande faiblesse de la Russie aussi aujourd'hui, c'est qu'elle a 145 millions d'habitants sur son territoire, mais qu'elle a tout l'Est, la Sibérie qui sont vides parce que vous n'avez pas un renouvellement supplémentaire. Ça met donc en perspective en fait, toutes ces problématiques. Merci beaucoup Armelle.